Bienvenue dans cette nouvelle session. L'objectif de cette session est de vous donner un aperçu, une vue d'ensemble des approches, des modèles, des méthodologies et des certifications existantes en gestion de projet. Bien entendu, je n'ai pas la prétention de construire un référentiel de toutes les méthodologies de gestion de projet existantes. La raison en est simple, c'est que, à mon sens, il existe autant de méthodologies de gestion de projet qu'il existe d'entreprises. Par contre, j'ai bien l'intention de vous aider à avoir cette vue d'ensemble des différentes approches et des modèles, dont découle la majorité des méthodologies appliquées aujourd'hui sur le marché, que ce soit le marché francophone ou anglophone. Nous dresserons également un panorama des certifications existantes qui vont de pair avec ces approches et ces méthodes. Et normalement, à la fin de cette session, vous allez avoir une vue assez complète de tout ce monde de gestion de projet et pas que des projets IT. Autre point à remarquer, c'est que la plupart de ces méthodes qu'on va voir sont inspirées du traditionnel cycle en V qui est lui-même issu du modèle en cascade. Le premier modèle que nous allons voir, en tout cas le premier modèle formel que nous allons voir, est le modèle en cascade. Alors le modèle en cascade, Waterfall en anglais, est un modèle de gestion séquentielle, linéaire, c'est-à-dire qu'il organise les activités d'un projet en phases successives. Chaque phase regroupe des tâches de même spécialité et les résultats ou la sortie de la tâche en cours représentent les entrées pour la phase suivante. Contrairement au modèle itératif qu'on verra beaucoup plus loin, chaque phase est réalisée une seule fois. Et comme je viens de le dire à l'instant, les sorties ou les résultats de chaque phase précédente sont utilisés comme des entrées de la phase suivante. C'est une approche qui est issue des industries manufacturières. D'ailleurs, comme le cycle en V qu'on le verra plus tard aussi, voilà, en général, c'est des approches issues du monde industriel qu'on adapte aux autres secteurs de l'économie par la suite. La version la plus connue du modèle en cascade présente le cycle de projet comme étant composé de 7 phases successives. La première phase est une phase de définition des besoins ou des exigences, et puis une deuxième phase de conception globale ou préalable. La troisième phase est la phase de conception détaillée, donc qui suit la phase de conception globale. La quatrième phase est une phase de réalisation. Pour le milieu du logiciel, on parlera de phase de programmation ou d'implémentation. Et puis une phase 5 de test unitaire, en général fait par les développeurs. Et puis la phase 6 où on aura l'intégration et les tests de bout en bout. Et puis une dernière phase, une 7e phase, qui est une phase de mise en exploitation. Quelques mots sur l'historique de ce modèle en cascade. La première formalisation du modèle de phase pour le développement logiciel en tout cas est celle d'Herbert Bennington en 1956. Donc vous voyez que ça date. Et puis après, l'informaticien Winston Walker-Royce a contribué à la pose des fondements des méthodes linéaires ou séquentielles, avec notamment son essai de 1970 où il fait une analyse critique des modèles linéaires. Et on propose au passage des améliorations. La première fois où on aurait vraiment formellement utilisé le terme cascade, ça figure dans un article de 1976 de Bell et Thayer qui crédite d'ailleurs Royce pour le terme cascade. Donc vous voyez que le terme cascade, voilà, il a été formellement utilisé, en tout cas indiqué dans cet article qui date de 1976. Et puis à partir des années 80, l'approche cascade a été reprise par l'armée américaine et vous devinez la suite. Donc cette adoption de ce modèle en cascade par l'armée américaine pour ses propres besoins a contribué grandement
à la normalisation, mais aussi a beaucoup aidé pour la diffusion du modèle en cascade. L'héritier de ce cycle en cascade est ce qu'on appelle le modèle en V, le V-model en anglais. Donc là encore, c'est une méthode ou une approche de gestion de projet qui est issue du modèle en cascade. Ce modèle en V, comme je le disais tout à l'heure, il provient du monde de l'industrie. Il est devenu un standard pour les développements logiciels depuis les années 80. Il est caractérisé par un flux descendant qui contient les étapes de réalisation du produit ou du logiciel et un flux remontant qui porte lui les activités de validation du produit, d'où sa forme en V. Donc un flux descendant pour la partie réalisation et un flux montant pour la partie validation. Le modèle en V reprend les grandes étapes du modèle en cascade, en les enrichissant de façon à bien distinguer la conception globale du produit de la conception et de la réalisation détaillée, en y ajoutant aussi, et très important, toutes les phases de validation. En résumé, le modèle en V propose 9 étapes pour représenter le cycle de vie d'un projet. La première étape, c'est une étape de cadrage, de définition des besoins, d'analyse des besoins et de faisabilité ou encore d'étude d'opportunité. Donc c'est une première phase de cadrage, suivie d'une deuxième phase de spécification fonctionnelle, puis une troisième phase de conception générale, de design et d'architecture, et puis une quatrième phase de conception détaillée, avec notamment des spécifications techniques qui vont être rédigées par la maîtrise d'œuvre. Et puis une cinquième étape de réalisation cette fois-ci, ou encore pour les développements logiciels, il s'agira de la phase de codage ou de développement. Et puis une sixième phase de tests unitaires qui vont être réalisés par la maîtrise d'œuvre, suivi des tests d'intégration toujours réalisés par la maîtrise d'œuvre, avant de passer la main à des équipes plus fonctionnelles comme les maîtrises d'ouvrage pour commencer les tests fonctionnels. Et ça représente la 8e étape, l'avant-dernière. Et puis la dernière étape, c'est la phase de validation par les demandeurs, en général les métiers, juste avant la mise en exploitation du produit. L'approche suivante est une approche d'origine britannique. Il s'agit des méthodes PRINCE2, PROMPT et aussi du référentiel des bonnes pratiques ETIL. Alors PRINCE2 pour dire Project in Controlled Environment, c'est une méthode de gestion de projet et aussi de certification au management de projet. C'est une approche orientée processus. Elle est très bien structurée et couvre tous les aspects d'un projet. Vous l'auriez peut-être remarqué avec les modèles en cascade ou le cycle en V, on n'a vraiment pas l'impression de couvrir tous les aspects qu'on connaît d'un projet. Alors que des méthodes comme PRINCE2, ça va vraiment balayer tous les aspects d'un projet en partant du périmètre de la définition des besoins, en passant par la gestion des coûts, la gestion des ressources humaines et même la gestion des risques. PRINCE2 a été édité par le département du commerce britannique, donc ce qu'on appelle l'OGC, Office of Government Commerce, en 1976, pour remplacer son prédécesseur qui est PROMPT, dans la gestion des projets du gouvernement britannique. En ce qui concerne l'historique, alors PRINCE2 a été édité par le département du commerce britannique en 1976. Mais avant d'arriver à cette version formelle de PRINCE2, il y a eu quand même tout un chemin de parcouru. Pour ne pas être trop long, on peut noter par exemple la date de 1976 où PROMPT a été adopté par l'agence CCTA à l'époque, Central Computer and Telecommunications Agency, comme il a été adopté comme une norme à utiliser pour tous les projets dans le domaine des technologies de l'information au Royaume-Uni. L'année suivante, c'est aussi une année très importante où le CCTA, donc cette agence, a été rebaptisée OGC, Office of Government Commerce. Et pour ne pas être lent, on finit par la date de 2013. Donc c'est l'année où l'OGC crée avec la société Capita une joint venture dénommée Axelos,
donc à laquelle il a transféré, le GC a transféré l'essentiel de ses créations. Donc pour ne pas citer que, c'est Prompt, Prince2 et Ethyl. Et justement, un petit mot à propos d'Ethyl. Donc Ethyl, pour dire Information Technology Infrastructure Library, donc c'est une bibliothèque, comme son nom l'indique, une bibliothèque des meilleures pratiques pour la gestion des services IT. S'il fallait vraiment retenir quelque chose, une chose au sujet d'Ethyl, c'est que Ethyl, c'est un référentiel qui permet d'assurer l'alignement des services IT avec les objectifs business de l'entreprise. Donc il est vraiment orienté service. Il fournit les bonnes pratiques pour faire de l'IT un facilitateur du business et non plus juste une fonction de support. Bon, on l'a déjà dit, il est publié par le GC. Il a été créé pour information dans les années 80 par le prédécesseur de l'OGC, donc le CCTA. Quelques éléments d'historique rapide. Donc la première version d'Ethyl a été éditée entre 1986 et 99, et puis une V2 en 2000-2001 et une V3 en 2007. Voilà rapidement pour ce petit groupement britannique, Prompt, Prince2 et Ethyl. Un autre acteur important dans la promotion des bonnes pratiques en gestion de projet est l'IPMA. IPMA pour dire International Project Management Association. C'est une fédération de plusieurs dizaines d'associations membres, donc des associations locales. Ces associations locales, les AM, développent les compétences en gestion de projet dans leur zone géographique d'influence. Donc, c'est des associations qui vont prêcher la bonne parole et les bonnes pratiques en gestion de projet auprès des praticiens, des entreprises, des agences gouvernementales, des universités, des organismes et même des cabinets de conseil locaux. Les certifications IPMA reposent sur un référentiel de compétences qu'on appelle ICB. ICB pour IPMA Competences Baseline, donc qui définit les compétences attendues du chef de projet. Comme pour les PMA qui est représenté par des AM locales, l'ICB est aussi adapté aux langues et cultures des différents pays grâce à la mise en place de ce qu'on appelle les NCB, les National Competences Baseline. Une association importante dans l'IPMA, c'est l'association suisse, la VZPM, qui produit les NCB en allemand, en français et en anglais. C'est d'ailleurs là aussi la VZPM qui a l'exclusivité pour organiser et délivrer les certifications IPMA dans le monde entier. Même si pour promouvoir les bonnes pratiques, on s'appuie sur les associations locales dans une trentaine de pays, voire plus. Par contre, pour les certifications, c'est toujours la VZPM qui a l'exclusivité de les organiser et de les délivrer. Pour information, il existe 4 niveaux de certification IPMA, la D, la C, la B et les A, le A étant le niveau le plus élevé. À noter également que, à partir du niveau C, les candidats doivent également démontrer leur expérience sur des projets réels. Non seulement démontrer une certaine maîtrise des connaissances, mais aussi faire preuve d'expérience professionnelle réelle. Quelques mots aussi d'historique, là aussi je de l'IPMA avant de clore ce petit chapitre, c'est que alors l'IPMA, elle a été créée par un groupe de chefs de projet européens en 1965 en Suisse sous le nom d'Internet. Alors Internet, c'est pas l'Internet qu'on connaît, c'est Internet, c'est pour dire International Network. Avant qu'elle soit rebaptisée plus tard en 1996 en IPMA. À noter également que le premier congrès international de l'IPMA a eu lieu en Autriche en 1967, avec des représentants de 30 pays. Vous imaginez déjà en fait, en 67, il y avait déjà 30 pays adhérents. Ça montre quand même la présence vraiment très, très large de l'IPMA au niveau mondial. Une autre certification très connue est la certification PMP. Alors, PMP pour dire Project Management Professionnel.
C'est une méthode de gestion de projet, mais aussi une certification mondialement reconnue. On vient de le voir, les PMA est présente dans différentes régions du monde. PMP, c'est encore plus connu et mondialement reconnu. Alors, la certification PMP est gérée par le PMI, le Project Management Institute. Important à noter aussi au sujet de la certification de PMP, c'est qu'elle s'appuie sur 3 volets. Un premier volet connaissance, donc il faudra une connaissance approfondie du guide du corpus des connaissances en gestion de projet, ce qu'on appelle le PMBOK, le Project Management Body of Knowledge. Deuxième volet, c'est l'expérience professionnelle, donc elle doit être reconnue de 3 à 5 ans en fonction du niveau d'études du candidat, et puis aussi un examen de 200 questions. C'est une méthode orientée processus, et beaucoup de processus. Donc le PMBOK propose de décomposer la gestion de projet en 49 processus. Oui, vous avez bien entendu, 49 processus. Mais qui sont quand même regroupés en 5 groupes de processus. Le premier groupe, c'est le groupe des processus d'initialisation pour lancer le projet. En tout cas, pour gérer les premières phases du projet. Un deuxième groupe de processus de planification, comme son nom l'indique, il regroupe les processus qui permettent de gérer la planification des tâches et des activités du projet. Un troisième groupe de processus d'exécution pour réaliser les activités et les tâches du projet. Un quatrième groupe de un quatrième groupe de processus de maîtrise. Et là, c'est des processus autour du contrôle et du suivi du projet. Et pour finir, un 5e groupe de processus de clôture ou pour finaliser le projet ou les phases du projet. Donc ça pour les processus. Pareil pour les connaissances, le PMBOK propose également de les regrouper, cette fois-ci en domaines de connaissances. Alors le PMBOK propose de regrouper toutes les connaissances que le chef de projet est censé connaître en 10 domaines de connaissances. Alors, on va pas tous les citer parce que vous allez pouvoir les retrouver facilement dans toute la littérature qui existe sur Internet au sujet du PMP. On va quand même en citer quelques exemples. Donc, on retrouve par exemple le domaine de gestion des coûts, donc qui va regrouper toutes les connaissances autour de la maîtrise des coûts. Le domaine de la qualité du projet et pour finir, un dernier exemple, il y a tout un domaine qui est prévu pour la gestion des parties prenantes du projet, pour gérer les parties prenantes et notamment les identifier et assurer leur engagement pour l'aboutissement du projet. Voilà, donc il faudrait, pour résumer rapidement, donc les 49 processus, on les regroupe en 5 groupes de processus et les connaissances qui sont dans le PMBOK, on les regroupe en 10 domaines de connaissances. Un petit mot sur l'historique du PMP. Donc le PMI, le Project Management Institute qui gère le PMP, est une association à but non lucratif. Elle a été fondée en 1969 par des volontaires. Le but initial de l'association était de promouvoir les échanges sur les bonnes pratiques en management de projet. Les premières certifications ont été proposées par le PMI dès 1984. En ce qui concerne le PMBOK, la première version a été diffusée en 1987, et puis plusieurs versions ont suivi depuis. À noter que la 6e édition du PMBOK a été éditée en 2017. Je vous propose maintenant de nous intéresser à un autre modèle intéressant qui a d'ailleurs facilité l'avènement de pas mal de méthodes de gestion de projet par la suite. Il s'agit du modèle RAD. RAD pour Rapid Application Development. C'est une méthodologie de développement d'applications logicielles. Elle est en rupture avec les deux modèles précédents, c'est-à-dire le cycle en V et le cycle en cascade. Donc, si vous vous rappelez bien, le cycle en V et le cycle en cascade, c'est des modèles séquentiels, linéaires, c'est-à-dire les phases du projet se font une après l'autre, alors que le modèle RAD propose pour la première fois de fonctionner en itération. Donc, il introduit le cycle itératif et donc permet du coup l'avènement des méthodes par exemple agiles qu'on va voir par la suite.
Il a été conçu à la fin des années 80, il a été formalisé pour la première fois en 1991 par James Marty. Le processus RAD 2 a été publié fin des années 90. Pour faire simple, ce modèle RAD propose donc une gestion de projet en 4 phases, avec des itérations. Donc une première phase de définition des besoins, avec notamment la mise en place d'ateliers appelés JRP, Joint Requirements Planning, ou définition conjointe des besoins. Une deuxième phase de conception utilisateur, User Design en anglais, avec la mise en place d'ateliers de conception. Une troisième phase de construction, qui intègre donc les spécifications détaillées et le développement, enfin les développements ou le codage. Et une dernière, quatrième phase de finalisation, le cutover en anglais. Et puis après, on repart dans des itérations autant que nécessaire. Donc c'est la première fois, c'est ce modèle-là qui va introduire cette notion d'itération, qui va être reprise par toutes les méthodes et les approches qui vont suivre ce modèle RAD. Avant de vous présenter les modèles ou les approches héritières du modèle RAD, je vous propose de faire la connaissance d'une autre approche qui manque vraiment pas d'intérêt. Il s'agit de l'approche Six Sigma. Alors, comme vous le remarquez sur le nom, Six Sigma se compose des deux noms, le Lean d'un côté et Six Sigma d'autre côté. Alors, Six Sigma, c'est une démarche de qualité qui a été mise en place par Motorola dans les années 2000 pour l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des processus en général. Elle a été d'abord appliquée à des processus industriels avant d'être étendue à d'autres secteurs de l'économie. D'ailleurs, remarque intéressante, c'est que vous l'avez remarqué, c'est qu'en général, à chaque fois qu'on parle de méthodologie ou d'approche, ça a été souvent d'abord éprouvé dans le monde industriel avant d'être élargi à d'autres secteurs de l'économie, notamment le logiciel. L'autre volet, c'est le Lean Management, donc de l'anglais Lean pour dire maigre ou sans gras. Le Lean Management, c'est une méthode de gestion de la production. C'est une organisation qui vise à améliorer la qualité et rentabiliser la production, en s'attaquant notamment au gaspillage. En gros, on reprend toute une chaîne de production, on regarde là où il y a du gaspillage, on dégraisse. Les enseignements du Lean Management trouvent leur origine au Japon, notamment dans les systèmes de production de Toyota. Et puis un petit dernier mot au sujet du Lean Management, sachez qu'il a été formalisé aux États-Unis dans les années 90 et a été adapté depuis à tous les secteurs de l'économie. Voilà pour la petite définition de Six Sigma du Lean Management. Et du coup, comme je le disais en intro, le Lean Six Sigma, comme son nom l'indique, elle combine les deux méthodes, le Lean Management et Six Sigma. L'objectif et le but étant, bien entendu, de tirer profit des avantages des deux méthodes pour une optimisation optimale des processus. Sachez également que cette démarche Lean Sigma est apparue au début des années 2000 pour l'histoire. On s'approche un peu de la fin de ce tour d'horizon. Je vous propose maintenant de faire la connaissance d'une autre approche. C'est l'approche UP. UP pour dire Unified Process, ou encore USDP pour dire Unified Software Development Process. C'est un ensemble de méthodes de développement logiciel, donc bien adapté au monde du logiciel. Le concept UP s'appuie sur le modèle itératif, qu'on a vu juste avant avec le modèle RAD. Il est centré sur l'architecture et il est piloté par les cas d'utilisation. Alors les approches UP, il en existe plusieurs variantes en fonction des systèmes, de la taille ou encore du domaine de l'entreprise. L'approche UP a été précédée par plusieurs travaux qui ont commencé au début des années 90 et ont abouti à la formalisation de l'approche RUP en 99. Donc RUP pour dire Rational Unified Process. Je vous le disais qu'il y a plusieurs variantes, on peut en citer au moins deux intéressantes, c'est EUP pour Enterprise Unified Process
et le 2TUP, 2 Tracks Unified Process. Alors il y a beaucoup de littérature au sujet de ces approches UP, je vous invite à vous documenter un peu sur internet. Je pense que c'est pas forcément intéressant de reprendre tout le détail de ces approches dans cet exercice plutôt de vulgarisation. Je vous propose maintenant de clore ce tour d'horizon par les méthodes agiles. Alors les méthodes agiles, elles sont inspirées des approches RAD qu'on a vu juste en dessous. Elles proposent une gestion des développements informatiques plus flexible vis-à-vis des changements. Elle propose également une collaboration plus rapprochée entre les demandeurs, c'est-à-dire les métiers et les équipes IT. Donc c'est une des méthodes qui promeut vraiment ce travail de collaboration entre les demandeurs et les équipes informatiques. Contrairement au modèle en cascade, les méthodes agiles sont itératives, donc avec répétition de cycles de développement, comme on l'a vu avec le modèle RAD. Elles sont incrémentales, on produit un peu plus à chaque itération jusqu'à arriver au produit final. Et elles sont adaptatives, on s'adapte aux demandes de changement des clients en cours de projet, donc entre 2 itérations. Donc je me répète, elles sont itératives, incrémentales et adaptatives. L'approche agile a été rendue populaire à partir des années 2000-2001 avec notamment la diffusion du manifeste du développement logiciel agile. On peut citer 2 méthodes très populaires, 2 méthodes agiles très populaires, c'est Scrum et XP. Alors Scrum mêlé en anglais, comme au rugby, ça permet de pouvoir changer la direction prise par le projet en cours de route. C'est comme une équipe de rugby en fait qui change d'orientation en avançant sur le terrain. Toujours dans cette méthode Scrum, le client, enfin le demandeur est très impliqué, d'ailleurs comme toutes les méthodes agiles, est très impliqué dans le projet et notamment dans la validation de chaque itération, ce qui lui permet au passage de changer d'avis et de réorienter les développements si besoin à chaque fin d'itération. En ce qui concerne l'organisation de cette méthode Scrum, qui est, je le rappelle, une méthode agile, donc parmi les méthodes agiles, il y a cette méthode Scrum. Pour l'organisation, alors les tâches, on les appelle user story, elles sont regroupées en itérations. Une itération s'appelle un sprint, qui dure entre 2 à 3 semaines, et une livraison et une validation par le demandeur est faite à chaque fin d'itération, donc à chaque fin de sprint. Et bien sûr, ça permet notamment de voir si besoin d'apporter des changements. Toujours sur cette méthode Scrum très populaire, on distingue 3 rôles principaux. Le premier rôle, c'est le rôle du Product Owner. C'est l'équivalent du chef de projet en fait, qu'on retrouve dans les méthodes en cascade par exemple. Ce rôle de Product Owner peut être endossé par le demandeur lui-même. Le deuxième rôle, c'est le rôle du Scrum Master. Alors sa principale mission à lui, c'est de s'assurer que les principes de la méthode Scrum sont appliqués, et puis il y a le reste de l'équipe qui qui contribue au projet. Toujours sur la méthode Scrum, en termes d'instances de suivi, on peut citer les réunions de planification, les réunions quotidiennes pour partager l'avancement. Il y a aussi les réunions de démo et éventuellement des réunions de retour d'expérience à la fin de chaque sprint. Donc ça, c'était au sujet de la première méthode populaire Scrum. L'autre méthode aussi populaire, c'est la méthode XP, pour dire Extreme Programming. Alors c'est une méthode qui n'est vraiment pas en concurrence avec la méthode Scrum, elle vient plutôt en complément de la méthode Scrum. Parce que en fait, si vous l'avez remarqué, la méthode Scrum va permettre l'organisation globale d'un projet agile, d'un projet géré en mode agile. Alors que la méthode XP va permettre une meilleure gestion des activités de développement spécifiquement. Donc elle fait vraiment la méthode XP, met le focus sur la partie réalisation. Elle met l'accent par exemple sur un test et une revue du code systématique avant chaque nouveau développement. Et ce qui rend au passage le refactoring ou la revue d'architecture plus simple à opérer si besoin.
La méthode XP préconise également de raccourcir un peu les itérations, les sprints pour voilà, au lieu de partir sur des sprints de 3 semaines, elle préconise par exemple de se limiter à des sprints d'une ou à 2 semaines, ce qui permet une meilleure flexibilité et notamment si par exemple ce qui permet au métier par exemple de changer d'avis plus facilement. Voilà, donc on a cité 2 méthodes très populaires en approche agile, donc la méthode Scrum et la méthode Extreme Programming. En ce qui concerne les certifications agiles, alors il y a 2 familles. Il y a la famille des certifications gérées par le site scrum.org. Alors 3 principales certifications gérées par ce site, scrum.org, c'est les 3 certifs PSM avec les 3 niveaux, PSM 1, 2 et 3, PSM pour dire Professional Scrum Master, et les certifs PSPO, Professional Scrum Product Owner, et PSD pour les développeurs. Ça, c'était la première famille. L'autre famille de certifs est gérée par le site scrumalliance.org, et eux s'occupent des certifications CSM, Certified Scrum Master, et des autres CSPO, CSD et CSP. Là encore, je m'attarde pas là-dessus parce qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Vous pouvez aller par exemple sur les sites, que ce soit le site de scrum.org ou le site de scrumalliance.org, et vous allez retrouver toutes les informations nécessaires au sujet de ces certifications. Voilà, avec les méthodes agiles, on a fait vraiment un tour très complet, à mon sens, de l'existant autour de la gestion de projet en termes d'approche, de modèle, de méthodologie et de certification. Et du coup, vous avez dorénavant une vue vraiment d'ensemble de tout ce monde. Bien entendu, comme je vous le disais en introduction, à mon sens, il existe autant de méthodologies de gestion de projet qu'il existe d'entreprises. Parce que toutes ces méthodologies, ces approches qu'on vient de voir, avant d'être déployées dans une direction informatique par exemple, on va y apporter certainement des ajustements pour tenir compte des spécificités de l'entreprise. Bon, vous l'avez compris, il est vraiment conseillé d'en savoir un minimum sur ces différentes approches, même si on ne les pratique pas dans son entreprise. S'agissant d'une introduction, je n'ai vraiment pas souhaité prendre position en faveur d'une approche ou d'une autre, parce que là encore, le choix d'une approche ou d'une méthode dépendra de beaucoup de facteurs qu'on ne pourra bien entendu pas développer ici.